Amis du soir, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de la forêt enchantée. Il courait des bruits étranges sur la forêt d'Omokuzai. On disait dans toute la province qu'elle était enchantée. Et vrai ou non, cette réputation avait peu à peu éloigné les habitants du voisinage. Non pas, certes, que jamais les hôtes de la forêt eussent causé quelques dommages dans les environs, on ignorait même qu'elle en eût, car ce qui, précisément, contribuait à répandre dans le pays cette terreur mystérieuse, c'était son calme profond, sa sombre masse de verdure. L'atmosphère lourde semblait planer au-dessus des arbres. On avait remarqué aussi, ou cru remarquer tout au moins, que le vent n'avait aucune prise sur elle, que le torrent qui en sortait roulait parfois des eaux rougeâtres, comme teintes de sang, que souvent s'élevait dans ces profondeurs obscures, sans chemin et sans clairière, un concert étrange, confus, où des cris d'animaux semblaient se mêler à des plaintes humaines. Mais en était-on bien sûr? Car si on en approchait peu, on y pénétrait moins encore, et nul ne pouvait dire qu'il eût souffert directement de la forêt enchantée ou de ses habitants. Néanmoins, soit crainte superstitieuse, soit dépit de n'oser pénétrer dans cette forêt et exploiter ses richesses, toujours est-il que les alentours se dépeuplaient. La terre était au premier occupant. Aussi y venait-il facilement des aventuriers ou de ces pauvres gens qui ne s'effrayent de rien, n'ayant rien à perdre. Anko tenait à la fois les deux. Il avait été longtemps intendant d'une daimyo, et à servir un maître si puissant, il avait su faire profiter sa bourse, exigeant toujours davantage du paysan et donnant toujours moins au seigneur, si bien qu'un jour celui-ci, déposant son sabre sur le cahier des comptes que l'intendant venait de lui présenter, il lui dit : « Anko, tu es un voleur. » Anko se vit perdu. « Seigneur, balbutia-t-il, voici mes comptes, examinez-les. Vous verrez que votre fidèle intendant, Anko, tu es un voleur, reprit le daimyo. Je n'entends rien à tes comptes et je ne veux pas les voir. Je te fais grâce de la vie pour un jour. Tu me comprends ? Anko baissa la tête et n'en demanda pas davantage. Le soir même, il fuyait avec sa femme, ses enfants, son argent volé, et peu après, on le voyait à Seto mener le train d'un bourgeois riche et considéré. Mais Anko était paresseux. Mais Anko était joueur. Au bout de l'année, il n'avait plus rien. Sa femme était morte, il était chassé de partout.
Alors il vint se réfugier contre la forêt d'Omokuzai, parce que là seulement il pouvait espérer vivre avec le produit de son labeur et celui de ses filles, son fils Kamo étant encore tout petit. Il lui fallait donc travailler, lui qui pendant 30 ans s'était séché le cœur à faire peiner les autres plus qu'il ne le devait. Et comme il était malhabile, comme plus d'une fois sa hache, mal dirigée, brisait les montures d'éventail qu'il coupait à raison d'une sapèque le paquet. Le pain manquait souvent à la maison. Le travail de ses enfants l'aidait encore. Cet homme vieux, laid, avare, cruel, paresseux et débauché avait 3 jolies filles, bonnes, douces et honnêtes, Shia, Gamawiki et Yabura. L'aînée était belle comme le point du jour ou comme la fleur du péché. Shia n'est-il pas un nom de fleur? Jamais nom ne fut mieux porté. En même temps douce et simple, bonne à tout le monde, sensible au mal des autres, elle regrettait seulement une chose: n'avoir rien à donner. Gamawiki était vive, pétillante de corps et d'esprit, incapable de fixer sa pensée sur rien, gaie comme une Suzume, insouciante comme un Atto, la colombe blanche qui ne s'inquiète jamais du lendemain. C'était des 3 celle qui souffrait le moins de l'infortune présente, et peut-être cependant, plus que les autres, elle eût aimé l'or, les beaux vêtements brodés, les pierreries aux mains et dans les cheveux. C'était l'enfant gâté de la maison, et elle en profitait pour travailler peu et rire beaucoup. Yabura était encore bien jeune, et on ne pouvait guère juger son caractère. On pouvait déjà lui reprocher, peut-être, un air dédaigneux, un ton d'autorité qui ne convenait guère à son âge. Mais les jolis yeux noirs qu'elle avait, si perçants et railleurs, les longs cheveux de jais, et la bouche surtout, la bouche de corail tout en rond et saillante comme celle du beau poisson sacré, le namako. Quant à Kamo, il avait 10 ans à peine, et on ne songeait guère à lui, à ce qu'il pourrait être et à son caractère. Tout ceci posé, sachez donc qu'un beau jour, après avoir la veille bu, mangé, et par là-dessus dormi, Anko se réveilla pour entendre ses 4 enfants lui crier famine. Or, il ne restait plus rien à la maison, et pas une sapèque pour acheter une poignée de riz. Compter sur les voisins? Misère!
ils étaient aussi pauvres. Et le bonheur visitait si rarement ces tristes toits de bambou que lorsqu'on frappait à la porte, le maître venait ouvrir avec une hache à la main et d'un air soupçonneux, plein de réticence et de mauvais souhaits. Que faire? Comment vivre jusqu'à ce qu'un travail nouveau fût prêt à être donné aux marchands de passage ou porté à la ville voisine? Après avoir longtemps tourné et retourné sa détresse, Anko, accroupi sur le seuil de sa maison, en face de la forêt, prit une résolution subite. Pourquoi, par une ridicule superstition, hésiterait-il plus longtemps à pénétrer dans cette forêt? Sans doute elle devait avoir en abondance des bois précieux, ces arbres à gomme et à lac, l'orochi ou le kaki, une fortune pour qui les exploite, ou bien, à défaut du gibier à chasser, les plumes et les fourrures à dépouiller, des fruits sauvages tout au moins. Mais d'autre part, quel danger à courir, quelle puissance mystérieuse à heurter. Anko, plus instruit et plus expérimenté que ses voisins, était un esprit fort. Puis le besoin le poussait, et il ne risquait que sa misérable vie, dont il ne faisait pas grand-chose. Bref, l'hésitation ne fut pas longue. La lisière du bois était à 2 pas. Il pénétra sous le taillis. À vrai dire, dès que le ciel lui fut caché, son cœur se serra quelque peu et il s'attendit à quelque événement extraordinaire. Mais point. Pendant une grande heure, il avança avec difficulté au milieu de broussailles qu'aucun pied humain n'avait sans doute foulées depuis longtemps. Et il n'éprouvait qu'un peu de fatigue déjà, et cette sorte d'oppression qui étreint les voyageurs peu familiarisés aux longues courses en forêt. 2 choses pourtant le surprenaient. Le silence inaccoutumé de ces futaies où aucun oiseau ne s'agitait en apparence, pas même le guet susumé qu'on est habitué à avoir partout où se trouve un fourré, et l'absence de ces richesses inexploitées qu'il cherchait. Rien que le bambou, au fût élancé, lisse et annelé, au feuillage bruissant comme la soie froissée, le triste pin, ou bien le matsu au cœur rouge, si commun partout qu'on le brûle pour s'amuser, et le touga à la silhouette tourmentée, aux branches traînant jusqu'à terre et formant des massifs presque impénétrables. Sa pénible recherche devait-elle demeurer inutile, et rentrerait-il chez lui sans rapporter les ressources tant attendues? Tout à coup, le terrain s'éleva, devint ça et là rocheux et accidenté. Les arbres se firent plus rares,
laissant percer un peu plus de la lumière du ciel qu'on apercevait par instants. Et notre explorateur put supposer que bientôt il allait pouvoir dominer la forêt et avoir une conception plus nette de sa configuration, dont il ne se faisait aucune idée, ayant marché à l'aventure. Mais avant d'arriver à ce point culminant, il fut surpris par la rencontre subite d'une fissure abrupte aux abords presque perpendiculaires et qu'il ne savait comment franchir. Il s'avança avec précaution et jeta un coup d'œil sur ce précipice profond de 100 shakos à peine, mais très escarpé. Au fond coulait un clair torrent, chantant avec un doux murmure, et un seul arbre, tout droit, un grand pin au feuillage sombre, se dressait du fond de cette vallée, sa tête en dépassant les sommets. Anko fit remonter ses regards jusqu'à la cime de cet arbre et aperçut au milieu des branches supérieures une lourde masse noire et confuse, dont il ne distinguait qu'imparfaitement la forme. Enfin, se dit-il, je tiens donc le secret de la forêt. Là, sans doute, est un trésor, et s'il n'est pas mieux gardé qu'il me semble, me voici riche. Et saisissant sa hachette, prêt à toute aventure, il se dressa au bord du ravin, cherchant où la descente serait la plus aisée. Mais à peine s'était-il montré qu'un fracas épouvantable se fit entendre au-dessus de sa tête. Avant qu'il ait pu se mettre en garde, un choc le précipita sur le sol. Il se sentit soulevé par ses vêtements, et en rouvrant les yeux, il vit qu'un aigle gigantesque, surnaturel, le tenait entre ses serres, l'emportant vers l'arbre tant convoité un instant auparavant. Cette masse noire qui intriguait Anko n'était autre, comme celui-ci put bientôt le constater, le nid de ce monstrueux animal. L'aigle, en effet, déposa le malheureux au fond de l'entonnoir fait de branchages et de feuilles, et se percha sur le bord extérieur, le tenant en respect avec son bec robuste et affilé. Anko se crut déjà mort. Son arme lui avait échappé, et il ne pouvait songer à lutter contre ce terrible oiseau qui allait le déchirer en quelques instants. Or, quelle ne fut sa surprise quand il entendit l'aigle lui adresser la parole, en fort compréhensible langage. « Brigand, disait-il, que viens-tu faire dans mon domaine? Sais-tu que cette imprudence va te coûter la vie?
Entendre discuter lorsqu'on a cru être dévoré sur le champ, c'est déjà fort beau. Donc l'infortuné trouva bon de gagner du temps en comptant par le menu sa misère pitoyable et celle de ses enfants. Ici, l'aigle l'interrompit. « Tu as 3 filles, dit-il. Donne-moi l'aînée en mariage, et je te fais grâce de la vie. » Chia, la belle et douce Chia, en pâture à un monstre pareil. Anko eut un frisson. Mais sa frayeur était telle que pour sortir de ce mauvais pas, il lui promit ses 3 filles et Camo par-dessus le marché. Il acquiesça donc à la demande bizarre. L'aigle aussitôt le reprit délicatement par ses vêtements et le remit à terre. En ce peu de temps, le rusé intendant avait fait nombre de réflexions. Il les résuma en quelques mots avant de quitter son incommode compagnon. J'étais venu dans cette forêt pour me tirer de la misère, et le mariage de ma fille, quelque honorable qu'il soit pour ma famille, ne donnera pas à manger à mes autres enfants. Ne t'inquiète pas de ce soin, répondit l'aigle. Suivant l'usage du pays, je rachèterai ma fiancée au prix d'un picule d'or massif. Je me rendrai chez toi d'ici peu de jours, et jusque-là, je pourvoirai à tes besoins. Ils se séparèrent. L'aigle s'éleva vers le sommet des hôtes futées, et le malheureux père, encore tout étourdi de ces événements, pressa le pas pour sortir de la forêt. Au moment où, franchissant les derniers arbres, il revoyait non sans satisfaction le chaume de sa petite maison. Un chevreuil dégringola de branche en branche et vint s'abattre auprès de lui. Il était mort, la gorge ouverte, et comme il n'est pas d'usage que les chevreuils perchent au sommet des arbres, Anko n'eut pas de peine à deviner d'où lui venait ce présent qui lui permettrait de vivre pendant quelques jours. Revenu chez lui et réfléchissant à tout ce qui venait de lui arriver, Anko eut peine à croire que l'aigle serait assez osé pour venir au milieu des maisons et au risque de rencontrer une résistance redoutable, enlever une jeune fille. Il n'avait d'ailleurs aucun scrupule à ne pas tenir l'engagement qui lui avait été extorqué par la violence. Aussi, le lendemain, il avertit en secret ses voisins, et tous promirent d'accourir dès que l'oiseau gigantesque serait signalé. Chia était aimé pour sa gaieté et son bon cœur, et aussi bien que le père, il se révoltait à l'idée de la laisser aux griffes d'un monstre aussi épouvantable. Quelques jours se passèrent ainsi, dans une inquiétude décroissante à mesure que le temps s'écoulait. Pour ne pas effrayer ses filles,
le père les avait laissés dans l'ignorance de ce qu'ils redoutaient, leur défendant seulement de s'éloigner de la maison. Le 7e jour, il renouvela ses recommandations, devant s'absenter pour porter quelques marchandises à la ville, et recommanda la vigilance à ses voisins. Lorsqu'il revint, il trouva tout le monde en émoi chez lui. « Où est Chia ?» demanda-t-il aussitôt, saisi d'un pressentiment. « Elle est partie. »« Raiko, protège-nous. L'aigle l'a enlevée ?»« Quel aigle ? Mais non, c'est un fort beau seigneur, un daimyo au riche costume. » Chia était à quelques pas, occupé à battre le feutre. Cet homme est descendu de son palanquin, nous a dit que vous l'autorisiez à emmener votre fille aînée. Et elle est partie ? Aussitôt. La malheureuse. Pourquoi malheureuse ? Dit Yaboura. Le seigneur avait l'air jeune, aimable et riche. Il a promis à Chia beaucoup de belles choses, et il a laissé ceci pour vous. Anko courut vers un coffret que sa fille lui désignait dans un coin, et l'ouvrit. C'était un lingot d'or massif, la dot promise. Il n'y avait plus de doute. Chia appartenait à l'aigle. Mais heureusement, l'or était là. Remercions le ciel, dit Anko, contenant mal sa joie. Je suis persuadée maintenant, comme vous, que votre sœur sera heureuse. Dès ce jour, l'abondance vint à la maison, bien qu'on n'y travaillât plus. Anko et ses enfants se parèrent de belles étoffes, mangèrent de fins morceaux. L'ex-intendant, redevenu à son aise, ne manqua pas de rudoyer ceux qui l'entouraient et de leur témoigner en toute façon son mépris. Aussi, de peu estimé qu'il était, il devient haï. Gamawiki était un peu trop insouciante et coquette. Yaboura, trop fière pour qu'on revînt sur cette impression, malgré leur grâce et leur beauté. Malheureusement pour lui, Anko était joueur, nous l'avons dit. Quand il eut limé sans ménagement le contenu du coffre, il craignit de voir bientôt le fond, et il voulut augmenter ses ressources en tentant le sort. En fort peu de temps, ce fut fini, et Anko redevint vite le pauvre Anko, avec cette circonstance aggravante qu'il avait perdu en même temps son or, le goût et l'habitude au travail, et l'appui de ses voisins. Lors donc qu'un beau matin, Anko se vit sans une poignée de riz. Il songea pour la première fois à sa fille, qui le laissait sans nouvelles, et à son gendre, aigle ou prince, qui faisait de si beaux cadeaux. Bah, se dit-il, à quoi sert d'avoir un gendre
si l'on ne peut lui emprunter les quelques scènes nécessaires pour tenter à nouveau la chance dans de meilleures conditions. En tout cas, si je rencontre l'aigle, il ne mangera pas. On ne mange pas son beau-père. Et bravement, sans même emporter une arme, il se mit sous le bois à la recherche de ce ravin, où il avait eu si peur et où il devait, pensait-il, retrouver la douce Chia. Mais la recherche n'était pas facile. Le fourré était inextricable. Les hôtes futaies cachaient le ciel. Aucun point de repère ne guidait le pauvre homme, qui ne se reconnaissait pas dans cette forêt enchantée dont le nom semblait bien mérité. La nuit venant tout à coup, il dut coucher sous un pin. Maugréant et de fort mauvaise humeur, se voyant égaré et songeant qu'il lui faudrait retourner sur ses pas sans avoir mené à bien son projet. Le lendemain, en se réveillant, il s'aperçut qu'à peu de distance, la lumière perçait plus intense à travers les arbres. Il eut un moment d'espoir. Peut-être était-ce le ravin qu'il abordait par un autre côté. Il s'empressa de quelques pas de ce sens, mais à sa grande surprise, il trouvera presque aussitôt son chemin barré par un lac, au-delà duquel, tout au loin, la forêt semblait reprendre. Il s'assit, fort mélancolique, découragé. Un maléfice s'était sans doute attaché à lui, et son gendre l'aigle, très probablement sorcier, l'avait égaré, se trouvant suffisamment quitte envers lui. Cette hypothèse lui enlevait tout espoir de trouver le vivre et le couvert du lendemain, et il ne savait vraiment que faire. Il en était là de ses réflexions, quand tout à coup, une loutre s'avança tranquillement vers le lac, en animal qui ne soupçonne aucun danger. Anko, la voyant à bonne portée, se dressa brusquement et la saisit, car c'était à la fois un repas assuré et le prix d'une peau estimée. Mais la bête fut mal prise. Les doigts du chasseur glissèrent sur le poil lisse et humide, et d'un élan la loutre retomba dans le lac. La main prête à la reprendre ne saisit que de l'eau. Au même instant, un fort tourbillonnement agita la surface du lac, et un poisson énorme, tel que Anko n'en avait jamais vu, se dressa au-dessus de lui, ouvrant une gueule dans laquelle le malheureux fut entré tout entier sans difficulté. Le pauvre homme tomba à la renverse, et dans sa frayeur si grande, il ne réfléchit même pas que son aventure actuelle ressemblait à la première et pouvait se terminer semblablement. Il reprit son sang-froid seulement après qu'il eut entendu le poisson lui adresser la parole. « Pêcheur téméraire, que fais-tu là? Pourquoi cherches-tu à ravir mes sujets et à troubler le repos de ce lac? Tu vas payer de ta vie ton impudence. »
Un moment, s'écria Anko. Seigneur Poisson, ne me mangez pas. Je suis le beau-père d'un seigneur aigle qui habite cette forêt. Fort bien, reprit le poisson, je te connais. J'ai même entendu parler de ta fille cadette, et je te la demande pour épouse. Tu ne peux moins faire pour moi que pour l'aigle mon voisin. C'est bien cela, se dit Anko. En sentant renaître son courage, il voulut du moins marchander. Seigneur, reprit-il, je vous la donne volontiers, mais pour l'aîné, il m'a été payé un pécule d'or. Je n'en saurais pas faire autant, car je ne suis guère riche en espèces sonnantes, mais je ne serai pas pourtant moins généreux. Tu auras pour dot un sac de perles. Mettez-en deux, répliqua Anko, défendant son bien avec âpreté. Je t'ai offert ce que je possède. N'en demande pas davantage, dit le poisson. Si j'étais le dragon qui garde cette forêt et prélève le 10e sur tout ce qui y pousse et y vit, je pourrais faire plus pour toi. Mais la fortune que je t'offre est déjà belle. Il faut l'accepter ou sinon... Et le seigneur poisson ouvrit une gueule formidable pour appuyer son argumentation. « Prenez ma fille, j'accepte !» cria Anko. « J'irai la chercher d'ici quelques semaines. En attendant, voici des hards. » Et d'un coup de queue, avant de disparaître, le monstre rejeta suivi, rivage une huître perlière. Anko s'en empara avec joie, l'ouvrit, contempla une jolie perle ronde qui devrait trouver facilement marchand à la ville. Puis il s'empressa de sortir de la forêt enchantée. La nuit était noire quand il rentra chez lui. Il s'endormit, harassé de fatigue, faisant des rêves de richesse et de grandeur, exempts de moindre remords. Son action n'était pas cependant à l'abri de tout reproche, car cette fois, il s'est décidé bien vite. Quand, comment et sous quelle forme le poisson devait-il venir réclamer l'exécution de cet étrange marché? Anko se le demandait tous les jours. Le temps s'écoulait, et comme il n'entendait parler de rien, déjà il pouvait craindre que l'affaire fût rompue. Sans doute, le fiancé avait trouvé le contrat trop onéreux. C'était bien dommage. Et certes maintenant, l'honnête père se fut contenté d'un demi-sac de perles. Vers le commencement de la 7e semaine, alors que le jour commençait à baisser, il était seul chez lui, triste et préoccupé, lorsqu'il vit venir à lui quelques-uns de ses voisins et son fils Camo tout en larmes. « Qu'avez-vous donc? Que s'est-il passé? » « Hélas, pauvre Mousmé, eh bien, elle est morte. » « Mais qui? Parlerez-vous Gamma Wiki? »« Morte,
Ma fille, quel affreux malheur! Adieu le beau rêve, partagé entre son amour paternel et sa cupidité déçue. Anko ne savait trop sur quoi il pleurait davantage. « Mais comment est-elle morte ?» demanda-t-il enfin. « Noyée, la pauvre jeune fille que nous aimions tant. Elle était en bateau sur la rivière. Voyant sans doute un poisson passer, elle a voulu le toucher, car elle est tombée et on n'a même pas retrouvé son corps. » Un doute saisit aussitôt le père. « Je veux voir, dit-il, le lieu de ce malheureux accident. » On le conduisit au bord de l'eau. Le batelet où l'imprudente Gamawiki s'était aventurée était là, attaché à la rive. « Tenez, dit un voisin, voici même un petit sac qui doit appartenir à votre pauvre Mousmé. Vous le reconnaissez, Anko ? Il contient des petits pois secs, sans doute, ajouta-t-il en le tâtant. « Oui, oui, s'écria Anko, en s'emparant de la trouvaille. Elle devait me les rapporter, dit-il, en essuyant une larme hypocrite. Et il soupesait le sac, si lourd qu'à peine il pouvait le porter d'une seule main. Il y avait là, en perles fines, de quoi faire figure dans le monde. Dès le lendemain, Anko déclara qu'il ne pouvait plus vivre dans cette contrée qui lui rappelait son malheur. Et il partit pour Yokohama, la ville des étrangers. Là, pendant 2 ans, il put soutenir un train de vie assez flatteur pour son amour-propre. Et il puisait, sans compter, dans le bienheureux sac, dont le précieux contenu passait peu à peu entre les mains des riches marchands de la ville. C'est qu'il avait son plan longuement mûri devant son petit trésor, chaque jour diminué. Sa dernière fille, Yabura, était d'une éblouissante beauté. Les soupirants tournaient souvent autour d'elle et de sa fortune supposée. Mais le père écartait impitoyablement les maris. Cette fille, dans son esprit étroit, égoïste, pervertie davantage encore par les compromis d'autrefois, cette fille était non aux autres, mais à lui, et il méritait d'en tirer parti, comme de ses sœurs. Non plus, cette fois, contraint et forcé, mais dans une occasion cherchée par lui. Voilà où la cupidité avait poussé cet homme. Son gendre n'était-il pas désigné ? Le dragon gardien de la forêt enchantée, et dont les richesses étaient si grandes. Ne devait-il pas estimer à haut prix la beauté de Yabura ? Il faut néanmoins rendre cette justice à Anko. C'est que, tant que durèrent les perles, l'amour paternel l'empêcha d'aller proposer le honteux marché. Mais lorsqu'il vit les dernières au fond du sac, il ne put hésiter plus longtemps. Et sans scrupule, il prit le chemin de la forêt.
Ce qu'il craignait surtout, en entrant sous les arbres au mystérieux ombrage, c'était de tomber de nouveau entre les mains d'une divinité inférieure, qui pourrait lui faire un mauvais parti, ou lui imposer à vil prix cette transaction sur laquelle il établissait son rêve de fortune. Mais il n'eut pas beaucoup à chercher. À peine eut-il crié plusieurs fois et à haute voix « Dragon, maître de la forêt, Anko, ton serviteur t'appelle » que la terrible bête s'élança à travers les arbres et vint à lui la gueule ouverte. Les griffes en avant, au milieu du feu et du soufre. L'apparition fut si prompte et si effrayante que Anko en resta muet, la gorge serrée, perdant ce beau sang-froid qu'il avait en préludant à sa mauvaise action. Insensé, dit le dragon, qui es-tu pour m'appeler ainsi et me provoquer? Anko hésita. Il avait honte maintenant de formuler son projet. Il prit un billet. Je suis un malheureux père qui cherche ses 2 filles, données bien malgré lui à un aigle et à un poisson de cette forêt. Je les connais, répondit le dragon, d'un ton adouci. Ce sont des femmes honnêtes, jolies, dévouées à leur mari. Eh oui, Seigneur, soupira hypocritement Anko. Bien honnête, bien dévouée, bien jolie. Mais que sont-elles en comparaison de leur sœur cadette? Comment? S'écria le dragon, mis en éveil. Tu as encore une fille et tu ne me le disais pas? Je la prends pour épouse. Mais où tu ne sortiras pas vivant de cette forêt. Je suis ravi, puissant prince, positivement ravi, honoré. Mais pardonnez ma requête. Je suis pauvre, et le seigneur aigle, ainsi que le seigneur poisson, à qui j'ai donné mes filles aînées, les avait achetées avec des présents considérables. N'est-ce que cela? Dit le dragon avec dédain. Ce qu'ils t'ont donné, misérable Bérabeau, est une goutte d'eau auprès de ce que je payerai, moi, l'alliance que je te propose. Écoute bien, ta fille est à moi dès ce jour, et dès ce jour tu es riche à faire envie aux plus opulents d'Emio, aux marchands les plus considérés de Seto, de Yedo et de Yokohama. Tu es ivrogne, joueur, débauché, l'or te glisse entre les doigts, je le sais. Eh bien, qu'importe, je pourvoirai à tes besoins, de telle sorte que jamais tes folies ne mettront ta bourse à sec. Anko était ébloui, et c'est le front dans la poussière, les paumes des mains élevées vers le ciel, qu'il répondit. Seigneur, Seigneur, ma fille est à vous, et vous êtes un Dieu tout-puissant. Voilà donc Anko revenu auprès de ses enfants et envisageant l'avenir avec confiance.
il ne se montra nullement surpris. Peu de jours après, lorsque le directeur d'une grande banque lui fit savoir qu'il avait un compte ouvert sur sa caisse, il se contenta d'y puiser largement. Par la même entremise, il reçut un court billet l'avertissant que Yabura serait cherché à une date indiquée par un serviteur chargé de l'accompagner auprès de son époux, suivant le contrat échangé de bonne foi. Au jour dit, en effet, un superbe kogo s'arrêta devant le nouveau palais de Anko. Le mandataire de son dernier gendre en descendit, et le père lui remit sa fille, non sans verser quelques de larmes, car dans la prospérité, bien que les rudoyât souvent, il aimait toujours ses enfants, et plus encore Yabura, qui par son caractère autoritaire le dominait. Son cœur de père l'emportait sur son esprit avide, pourvu néanmoins que celui-ci fût satisfait. Or, puisqu'il ne pouvait l'être que par le sacrifice de l'autre sentiment, aucune hésitation, n'est-ce pas, n'était possible. Eh bien, qui l'eût cru? Anko, pourvu de tout ce que sa cupidité pouvait désirer, n'ayant même pas la joie de l'avare qui met de côté en prévision de l'avenir, Anko le riche, le Kanemochi, comme on l'appelait, fut malheureux. Vieilli, repu, blasé même sur la fortune dont il ne connaissait plus le prix, maintenant qu'il était certain de la conserver, il se prit à regretter amèrement le bonheur que ses filles devaient répandre autour de lui. Sans ces marchés successifs, la douce Chia, l'insouciante, et gaie Gamawiki, et Yabura encore, Yabura qu'il aimait tant, qu'il eût pu retenir sans son insatiable avidité. Où était-elle maintenant? Que pensait-elle de leur vieux père, unis à ces monstres épouvantables au fond de la forêt maudite d'Omokuzai? Et souvent, il cherchait sous sa main une douce main. Souvent, il lui semblait entendre à côté de lui un rire folâtre, ou bien encore lorsqu'il rentrait après une nuit d'orgie, ivre de saki, ne connaissant plus un chien d'une cigogne, il s'attendait aux reproches impérieux de Yabura, mais rien. Et ses yeux s'emplissaient de larmes, et sa voix tremblait. Et pour oublier, il buvait encore du saki. Son secret lui pesait. Il eût voulu avouer son infamie, dût-il toujours en souffrir. Du moins, il n'eût pas été le seul devant ce souvenir fatal. Mais la honte de lui-même, la crainte de l'opprobre de tous le retenaient. Un jour pourtant, il laissa échapper quelques paroles équivoques devant son fils. Celui-ci s'écria: « Que dites-vous, mon père? Mes sœurs Chia et Gamawiki seraient vivantes? Vous connaissez leur retraite? » Alors, comme poussé par une force irrésistible,
Anko parla. Il dit à son fils sa détresse première, mais en omettant d'en avouer les causes, le vieux scélérat. Il dit ses angoisses paternelles en voyant ses filles vieillir sans époux auprès de lui, ses courses aventureuses dans la forêt enchantée d'Omokuzai, ses marchés forcés d'abord, volontaires ensuite. Mais ne valait-il pas mieux tenter le sort, courir peut-être au-devant de la mort, plutôt que de vivre sans jamais être assuré du lendemain? Une telle vie n'est pas une mort de tous les instants. Kamo, dans tout ce que disait son père, comprit une seule chose. Ses sœurs, qu'il avait crues mortes, étaient vivantes sans doute, et il voulait les revoir. Ce que son père avait tenté, pénétrer le secret de la forêt enchantée, il le ferait lui, avec des ressources et une volonté plus grande, et il ne doutait pas de la réussite. Anko s'effraya de ce projet téméraire, tenta de l'en dissuader. Pendant quelques mois encore, il fit taire sa douleur et ses regrets, le jeune homme rongeant son impatience. Mais une telle situation ne pouvait durer, et Kamo vint trouver son père, équipé pour le voyage, ses 2 sabres passés à la ceinture. « Je vais retrouver mes sœurs, dit-il, et je vous les ramènerai. » « Pars, mon fils, mais souviens-toi de ton vieux père qui t'attend, et ne cherche pas à vaincre l'impossible. N'es-tu pas mon dernier enfant? » Voici Kamo, comme autrefois son père, sur la lisière de la forêt enchantée. Mais riche, jeune, beau, bien armé et plein de confiance, il y entrait en conquérant. 2 serviteurs frayaient le chemin devant lui, à coups de tachi. Un autre fermait la marche, le protégeant contre toute surprise. La petite troupe était bien décidée à résister si elle était attaquée. Le père n'avait pu donner aucune indication précise sur le chemin qu'il fallait suivre. D'après ses souvenirs, cependant, le nid de l'aigle devait se trouver vers le soleil couchant. Le soir venu, dans cette direction, on n'avait encore rien découvert. Le lendemain, l'un des guides, se réveillant au petit jour, entendit au-dessus de sa tête un grand bruit d'ailes et vit confusément une grosse masse noire passer sur le ciel, projetant une ombre gigantesque. Il estima que l'aigle venait de quitter son nid, et notant avec soin la direction, il réveilla ses compagnons. La marche fut reprise, et quelques instants après, on aperçut les lieux décrits par Anko. Au fond du ravin s'élevait toujours le grand pin portant le nid d'aigle, et le ruisseau baignait son pied avec un doux murmure. Laissant ses serviteurs à l'abri des arbres, Kamo s'avança jusqu'au bord abrupt et cria « Chia, ma sœur, si tu es encore vivante, réponds-moi.
Je suis Camo, fils d'Anko, et je viens te délivrer. » Une forme svelte parut au sommet de l'arbre. « Camo, mon frère, c'est toi. Quelle joie de t'entendre et de te voir. Je ne puis descendre. Mais tu es jeune et fort, tu pourras sans doute arriver jusqu'à moi. » Quelques instants après, Camo, se hissant de branche en branche, parvenait, non sans peine, jusqu'au nid mystérieux. Anko ne l'eût pas reconnu. Ce repère où il avait passé un si désagréable moment. Il était aisé de voir qu'une main féminine avait passé par là. Sous une apparence rude, tout était propre et coquet. Un coin était même garni des 100 objets nécessaires à la toilette d'une jolie femme. Ce détail, saisi d'un coup d'œil, n'étonna pas médiocrement Camo. Après les effusions du retour, le jeune homme put enfin demander à sa sœur le récit de ce qui s'était passé depuis son enlèvement. « Mon ravisseur, dit-elle, un beau jeune homme empressé et amoureux, couvert d'une robe de soie toute brodée d'or, m'emmena par une contrée inconnue, jusqu'à l'entrée d'une large avenue pénétrant dans la forêt. Nous nous y engageons et nous arrivons au pied d'un escalier en vie conduisant à un joli palais aérien. Nous montons, mon époux et moi, et nous nous trouvons dans la plus charmante des résidences, où était accumulé à mon intention tout ce qu'une femme peut souhaiter. J'étais ravie. « Je n'y comprends plus rien, dit Camo. Attends, tu vas comprendre. Mon bonheur ne dura qu'1 jour sans mélange. Le lendemain, dès l'aube, mon époux dut m'avertir du sort rigoureux qui nous était réservé. Par suite d'un enchantement, il devenait aigle pendant 6 jours et ne retrouvait sa forme que durant le cours du 7e. Tout ce qui l'entourait était soumis au même enchantement et se transformait avec lui. En effet, au lever du soleil, le palais disparut pour faire place à un nid grossièrement tressé avec des branchages et des feuilles, et tout ce qui m'appartenait pas en propre s'évanouit. Les 6 jours suivants me parurent longs, je t'assure, mais le 7e ramena le riche palais, le bel amoureux et la joie pour quelques heures. Et ça, depuis plusieurs années déjà. Il en a toujours été ainsi, avec une désespérante régularité, sans qu'il nous soit possible d'entrevoir la délivrance. « Pauvre sœur, s'écria Camo, tout bouleversé par ce singulier récit, que tu es malheureuse. Mais reprends courage, tes maux sont finis. Je viens t'arracher à ce monstre et te rendre à notre père qui te pleure tous les jours. Es-tu fou? Je ne tiens guère à retourner vers notre père, qui me battait lorsqu'il avait bu trop de saki et souvent n'avait pas de quoi nous donner à manger. Je n'ai pas envie de recommencer l'aventure. Quant à mon mari, je l'aime, et nous faisons très bon ménage quand il a sa forme naturelle. Les autres jours, il n'est guère sociable, et se rendant compte
il déguerpit dès le matin pour ne revenir que le soir. Mais je me sens parfaitement heureuse ainsi, un jour sur 7. Que de femmes dont le nippon ne pourrait pas en dire autant. Kamo rit de bon cœur à cette philosophie inattendue. Après tout, la bonne Chia avait peut-être raison. D'ailleurs, quelques instances qu'il renouvela, il ne put engager sa sœur à le suivre. Au moins, demanda-t-il, dis-moi où je pourrais trouver, dans cette forêt, notre sœur Gamawiki. Comment? Elle est ici et je n'en savais rien? Oui, elle est devenue, paraît-il, la femme d'un poisson. Je vois ce que tu veux dire, reprit Chia. Il s'agit du seigneur du lac. En marchant dans cette direction, tu devras, je pense, atteindre avant peu son domaine. Moi, je ne puis quitter celui de mon époux sans m'exposer à sa colère terrible. Car lorsqu'il est aigle, il en prend les instincts, et s'il te voyait ici à son retour, il te mettrait en pièces. Adieu donc, cher frère. Sois plus heureux avec ma sœur si tu veux ramener l'une de nous auprès de notre Père. Moi, je reste avec mon bonheur d'un jour auprès de celui qui me le donne. Kamo rejoignit ses compagnons, tout songeur devant cet amour de femme, fait d'indulgence et de dévouement, qui résistait par la seule espérance à cette terrible épreuve. Et il ne s'en sentait plus aussi confiant dans la mission qu'il avait à remplir. Le lendemain seulement, on atteignit une colline d'où la vue s'étendait sur le lac. Mûri par l'expérience précédente, Kamo agit cette fois avec plus de circonspection. Et chacun se posta en observation pour étudier les allées et venues des habitants de ces mystérieuses eaux et reconnaître le meilleur chemin pouvant conduire à la retraite de Gamawiki. En apparence, ce lac était uni, limpide, aux bords franchement accusés. Mais l'un des serviteurs, ayant battu le terrain, ne tarda pas à venir annoncer à son maître qu'un petit bouquet de bois, paraissant rattaché au rivage et à la forêt, était en réalité une île, là où se trouvait sans doute la clé du mystère. À peine avait-il terminé ce rapport que vers le milieu de l'eau émergea le long dos brun d'un poisson qui semblait folâtrer en s'éloignant de l'île. « Voilà sans doute mon excellent beau-frère, » dit Kamo avec une grimace. « Si je ne veux pas me faire gober comme une mouche, c'est le moment de traverser à la nage et de gagner l'île. » Se glissant avec précaution pour ne pas être vu, il arriva en face de l'île, entra dans l'eau sans bruit, et comme il était bon nageur, en peu de temps, il atterrit auprès des arbres. Ses prévisions ne l'avaient pas trompé. Un escalier de grès bleu s'enfonçait sous terre et marquait sans doute l'entrée d'un palais. S'engageant sur les premières marches, Kamo cria « Ô Gamawiki, ma chère sœur, si tu te souviens encore de Kamo,
le voici qui vient à toi. » Il entendit un grand cri, puis aussitôt, il se sentit entouré de 2 bras chargés de pierreries et couverts de baisers. « Comme tu as grandi, et comme te voilà maintenant un homme, que je suis heureuse de te revoir. Pauvre chère sœur, nous t'avons pleuré, et au village on a fait des sacrifices à Shuten-Dogé pour l'apaiser après ta mort. Mon père seul se doutait que tu vivais encore. »« Que vous étiez bête, » s'écria Gamawiki, en frappant les mains et en riant aux éclats. « Moi, pendant ce temps, j'étais bien heureuse. »« Comment heureuse ?» répéta Kamo, tout interloqué. « Heureuse avec ce monstre ?»« D'abord, mon mari n'est pas un monstre, » répliqua-t-elle, d'un air pincé. « C'est un grand poisson, voilà tout. Mais ce que tu ne peux pas savoir, c'est qu'après être resté dans cette transformation pendant 6 semaines, il redevient pendant 7 jours ce qu'il devrait toujours être sans l'enchantement qui le lie, c'est-à-dire un seigneur jeune, beau, riche et empressé à me plaire. » Cette fois, Kamo se montra moins surpris de l'aventure, analogue à celle de Chia. « Mes chères sœurs, dit-il, ces 6 semaines d'attente doivent te sembler intolérables dans cette petite retraite perdue au milieu des roseaux, sous terre et loin du monde. Mais non, je n'aime rien tant que les belles fleurs, les beaux chrysanthèmes, les étoffes brillantes, couvertes d'or et de soie, les pierres précieuses et les perles. Mon époux m'en donne à chaque métamorphose, tant que j'en puisse vouloir. Après, je passe mon temps à les regarder, à jouer, à me parer et à assortir les couleurs et les perles et à tout admirer. Il ne m'en faut pas plus, je t'assure. Je vis de contemplation et d'espérance. » Kamo sourit à cet enfantillage bien féminin. « Mais dis-moi, reprit-il, ce petit réduit, si coquet, ne communique évidemment pas avec le lac. Tu restes donc séparé de ton époux pendant tout le temps de son enchantement ? Les parois de ce petit palais sont de verre, comme tu peux le voir, et les eaux du lac l'entourent. De temps à autre, mon mari vient me rendre visite à travers la vitre. Je lui souhaite la bienvenue de la main et je l'encourage à la patience. Par exemple, s'il t'apercevait ici, nous serions perdus tous les deux. Il briserait la frêle prison où je vis et on n'entendrait plus parler de nous. Mon Dieu, n'est-ce pas justement lui qui arrive là-bas ? S'écria-t-elle avec terreur. Oui, vois ce bouillonnement. Avant que Kamo eût rien vu, il était renversé par la frêle main de sa sœur, dont l'angoisse doublait les forces, et en même temps, un paravent aux 1000 couleurs fut déployé devant lui. Il resta blotti dans cette retraite, tout étourdi de ce qui lui arrivait, s'attendant à une catastrophe. Fort heureusement, le poisson ne l'avait pas aperçu, mais il se doutait de quelque incident inaccoutumé sans doute, ou bien l'effroi que Gamawiki ne parvenait pas à dissimuler le mettait sur ses gardes, car il demeura pendant fort longtemps devant le vitrage, venant renifler silencieusement avec sa bouche gigantesque d'un air grognon.
Lasse de lui faire des gestes d'amitié, Gamawiki s'était assise au pied du paravent, près de son frère, et brodait tranquillement. Ce calme finit par dissiper les soupçons de son mari. Il lui fait une pirouette d'adieu et partit. « Sors vite de ta cachette et va-t'en, dit-elle, tu nous perdrais. Adieu, frère, pars sans moi, et dis bien à tous que je suis heureuse. Mon père ne s'est jamais guère occupé de moi, sinon pour me battre, et malgré l'or qu'il a tiré de nous, jamais il ne pourrait me donner les richesses au milieu desquelles je vis ici. Peut-être notre sœur Yaboura ne pensera-t-elle pas comme toi? Est-elle donc aussi dans cette forêt enchantée? Je le pense, notre père l'a vendue à un dragon. C'est notre maître à tous, dit-elle avec respect, et de lui dépendent, paraît-il, tous nos enchantements, dont il est lui-même victime. Je n'en sais pas davantage, mais si Yaboura est l'épouse du dragon, je doute que tu la ramènes. Rappelle-toi son orgueil et tout enfant ses idées de grandeur et de domination. Ce dragon reste dans sa forme hideuse et terrible pendant 6 mois. Et durant le 7e, il tient une cour splendide sous la forme et avec l'apparat d'un roi puissant. Il y a de quoi séduire le cœur d'une femme, mais plus encore celui de notre sœur, qui doit se consoler facilement pendant le long délai de la métamorphose, en songeant que son alliance la met au-dessus de nous. Quoique très impressionné par les paroles de sa sœur, Kamo n'en résolut pas moins de suivre jusqu'au bout ses recherches. Il prit congé de Gamayuki après que celle-ci lui eut indiqué à peu près à quel endroit de la forêt il pourrait trouver le dragon, ou le roi, suivant les circonstances actuelles qu'on ignorait. Puis il rejoignit la rive, parcourant le même chemin qu'il avait pris une première fois à la nage. Depuis plusieurs jours déjà, il se trouvait dans la forêt enchantée. Il songea que son père devait être inquiet de lui et de ses filles. Il dépêcha donc l'un de ses serviteurs pour informer le vieillard de ses premiers insuccès. Shia et Gamawiki, préférant la société de leur monstre à un nouveau séjour dans la maison paternelle, pour elle jusque-là, peu hospitalière il est vrai. Puis, on s'enfonça de nouveau sous les hautes futaies à la recherche du dragon. À mesure que les 3 compagnons avançaient, le chemin devenait plus rocailleux, la nature plus sauvage. Ce n'était plus la sombre et épaisse forêt où perchait l'aigle, ni les bords frais et friands du lac. On descendait dans des gouffres, on escaladait des crêtes rocheuses et on devait tourner un précipice abrupt ou marcher, faute d'autre chemin, dans le lit d'un torrent aux eaux rapides et bouillonnantes. Après 2 jours passés dans cet affreux désert, il fallut bien reconnaître que l'on s'était perdu. Kamo, avant d'abandonner la recherche, voulut tenter un dernier effort. Il escalada un rocher qui dominait la sombre masse d'un bois de sapin et cria à haute voix : « Yaboura, si tu m'entends,
réponds-moi. Je suis Camo, ton frère, et je viens te délivrer et te rendre à notre père. » À peine avait-il terminé qu'un sifflement strident, épouvantable, s'éleva de la forêt. Et au même instant, le dragon débaucha, à quelques pas de lui seulement. « Insolent, dit l'horrible bête en crachant de la bave, du sang et du soufre. Que parles-tu d'emmener Yaboura ? » « Je suis son frère, Camo, dit le courageux jeune homme sans s'émouvoir. Mais ne craignez rien de mon entreprise. Je n'emmènerai Yaboura qu'avec son consentement. » « Yaboura ne te suivra pas, répondit le monstre, car elle est heureuse avec moi et elle m'aime. Camo ne put s'empêcher d'esquisser une grimace, car un monstre pareil, encore que sa métamorphose fût connue, rimait fort mal avec le verbe aimer. Néanmoins, le dragon conservant son attitude menaçante, Camo jugea prudent de battre en retraite. « Excusez-moi, Shogun, je retourne porter votre réponse à mon père. »« Non, » s'écria le dragon, « tu ne sais donc pas qu'on ne peut venir impunément sur mon domaine et qu'il faut, pour en sortir, donner rançon. Que me donneras-tu pour que je te laisse partir ? » ?»« Je n'ai rien, dit Camo. »« Si, tu as ta vie, et je vais la prendre. »« J'ai ma vie et mon sabre, répliqua le jeune homme. Et en sautant en bas du rocher, il se mit sur ses gardes. Le dragon s'élançait déjà, la gueule ouverte, et malgré la défense habile de Camo, il allait le dévorer. Quand un de ses fidèles serviteurs, accourant, se jeta au-devant de son maître, et c'est sur lui que la gueule du monstre se referma, le broyant sous sa triple rangée de dents. Profitant de la diversion, Camo, par un coup savamment appliqué, décapita le monstre, dont la tête roula sur la terre rouge de sang. Aussitôt, une détonation formidable ébranla l'air, le sol, la forêt tout entière. Camo et son dernier compagnon furent renversés au milieu d'un nuage de fumée et de vapeurs délétères. Ils furent quelque temps avant de reprendre leur sens et de distinguer quelque chose au milieu de la fumée qui les entourait. Mais tout à coup, un bruit délicieux de musique et de cris de joie les tira de leur torpeur. À gauche était le lac couvert de barques pavoisées. La vue s'étendait au loin sur un paysage charmant et de la colline descendait le cortège imposant d'un roi, vêtu d'un costume magnifique. Un jeune homme se tenait à cheval, entouré de ses guerriers. Au-dessus de sa tête flottaient les enseignes sacrées. À ses côtés, sur une cavale blanche, s'avançait une jeune femme, une Himée à l'air fier, dans laquelle Camo reconnut sa sœur. Yaboura, s'écria-t-il ébloui, ne pouvant croire à ce prodige. Oui, c'est elle, dit le roi, et en toi, je remercie mon sauveur. L'enchantement a pris fin. La forêt a disparu
en même temps que l'enveloppe maudite que tu as détruite en tuant le dragon, ainsi que les livres saints l'avaient prédit. Je suis de nouveau roi de ce pays, et j'attends tes beaux-frères, mes vassaux. » En effet, peu après, on vit arriver Shia et Gamawiki, accompagnés de Prince, leur époux. Et tous se réjouirent de l'heureuse fin donnée à leur supplice. « Et notre père ?» demanda Kamo, quand la joie générale fut un peu calmée. « C'est vrai, dit le roi, je ne pensais plus à ce vieux filou, qui ne mérite guère l'argent qu'il me dépense. Mais je ne veux pas le séparer plus longtemps de ses filles. Va donc lui dire, Kamo, que les plus grands honneurs l'attendent à ma cour. Mais surtout ne manque pas d'ajouter qu'il y trouvera de l'or. Ça le décidera. » Kamo retourna à Yokohama. Mais arrivé devant la maison paternelle, il la vit fermée du haut en bas. Il eut un serrement de cœur. Il entra. Dans le jardin se tenait le serviteur qu'il avait envoyé comme messager quelques jours avant. « Mon père ? Hélas, il est mort. »« Mort ? Comment ? Dis vite. » La nouvelle que ses filles l'abandonnaient lui avait déjà porté un coup terrible. Mais voilà que le 6e jour avant celui-ci, vers le soir, il a appris que le banquier qui détenait sa fortune venait de prendre fuite, le laissant dans la misère. « Tu dis il y a 6 jours, vers le soir ?» ?»« Oui. » Kamo comprit. C'était le jour et l'heure où il avait tué le dragon et rompu d'un coup de sabre le contrat qui liait son père. « Et alors, demanda-tu ? » Alors il n'a pu supporter ce nouveau malheur et il s'est pendu. On n'a pu t'attendre pour les obsèques parce qu'on ignorait ton sort. Ainsi finit l'histoire de la forêt enchantée d'Omokuzai, par la cupidité punie, par le courage et la constance récompensée.